tous d'être venus. Évidemment, un merci encore plus sincère et chaleureux dans les moments que nous traversons tous. Je vous rappelle que nous sommes quelques jours après les dramatiques événements de Paris du 13 novembre. Et nous sommes encore dans le deuil national. Et je voudrais commencer cette soirée en vous lisant le communiqué qu'avait publié l'Alliance israélite universelle en référence à ces événements. Donc, communiqué de l'Alliance israélite universelle. Ils ont frappé notre jeunesse, nous répondrons par l'éducation. En ces jours de deuil national, l'Alliance israélite universelle, bouleversée par les tueries qui ont ensanglanté Paris le vendredi 13 novembre 2015, tient à exprimer sa compassion à toutes les victimes et à leurs proches. Les ennemis de la France ont frappé notre jeunesse et se sont attaqués aux fondements humanistes et universalistes de notre République. L'Alliance israélite universelle est déterminée à résister en poursuivant et développant son action éducative et culturelle à travers le monde. Notre mission est plus que jamais de transmettre les valeurs de liberté, d'amour de la vie et de respect de l'être humain qui sont au cœur de l'humanisme porté par les traditions juives et françaises. Donc nous nous retrouvons ici ce soir dans un bâtiment qui est lui-même lourd d'histoire et lourd de sens, puisque c'est ce bâtiment, qui est aujourd'hui le Centre Alliance Edmond J. Safra, a été pendant de très longues années l'école normale israélite orientale, un lieu où Francis Harburger a lui-même enseigné, et qui est le lieu où ont été formés les maîtres, les enseignants de cette grande aventure éducative et culturelle de l'Alliance israélite universelle depuis 1860. Et nous sommes ici dans une salle qui est la médiathèque de l'Alliance, médiathèque Alliance Baron Edmond de Rothschild, qui est liée à la bibliothèque de l'Alliance, et tout ça représente un ensemble patrimonial et culturel unique en Europe pour promouvoir la connaissance de la culture juive. Nous sommes très très heureux d'accueillir Sylvie Harburger ce soir, et cela a beaucoup de titres, parce qu'en fait, Sylvie et beaucoup des proches qui sont ici avec nous, c'est la famille. C'est notre famille de l'Alliance, et ça, vous allez comprendre depuis fort longtemps. Donc Sylvie Harburger va nous présenter l'extraordinaire, le magnifique travail qu'elle a réalisé sur l'œuvre peinte de son père. Donc elle a passé un temps énorme, et vous verrez le résultat avec une qualité vraiment magnifique, pour réunir, récolter et décrire tous les tableaux de son père, toute l'œuvre peinte en général, dans un magnifique album qu'on peut montrer. Voilà. Qui a été publié courageusement, je pense, par les éditions Gourcuff, Gradenigo. Et cet album, donc vous verrez, c'est tout Harburger est là, si j'ose dire. Et Sylvie va nous décrire son travail, ses motivations, et nous raconter un peu, bien sûr, l'histoire et l'histoire de ce grand peintre, et nous expliquer un peu sa peinture. Elle nous expliquera aussi à quoi l'ont mené ses recherches. Et là, on touchera aussi à une autre histoire qui est proche de celle de l'Alliance, qui est l'histoire des spoliations des biens culturels pendant la Seconde Guerre mondiale. Mais je voudrais juste introduire encore quelques mots cette soirée en vous faisant le rappel de tous les liens entre la famille de Sylvie et l'Alliance israélite universelle. Donc, la liste est longue, et je dois les éléments que je vais vous fournir, je les dois à Rose Lévin, bibliothécaire à l'Alliance, qui a compilé toutes ces informations pour nous, et qui est la fille de Yvonne Lévin, qui a été pendant très longtemps la responsable de la bibliothèque, et qui a travaillé et qui a pratiquement appris son métier auprès de Janine Harburger, la maman de Sylvie. Donc vous voyez qu'on est déjà
dans, dans des relations fortes. Donc je commencerai avec Sylvain Alphe. Sylvain Alphe, qui est le père de Jeannine Arburger, donc le grand-père de Sylvie. Sylvain Alphe a été secrétaire général de l'Alliance entre 1934 et 1941. Donc un poste vraiment très, très important. Il était l'époux de Marie Nerson, et Marie Nerson était la sœur de l'épouse de Marcel Abraham. Donc voilà, on est dans une autre famille, Marcel Abraham, qui lui-même a été membre du comité central de l'Alliance. Sylvain Alphe donc, a joué ce rôle très important d'animateur, disons, administratif de l'Alliance, jusqu'à son décès pendant la Seconde Guerre mondiale en 1941. Et il a eu la difficile tâche d'assurer la survie, l'existence de l'Alliance dans les années de guerre de 40 à 41, en particulier auprès de Vichy, puis dans l'exil. Alors lui n'est pas exilé, mais le reste de l'Alliance s'est exilé. Il a eu le malheur aussi de perdre un de ses enfants, son fils pendant la Première Guerre mondiale. Et sa mémoire est restée en partie autour de la bibliothèque et des archives de l'Alliance, puisque nous avons deux fonds d'archives, en fait, au nom de Sylvain Alphe, dont un qui est un fonds de cartes postales et de photographies qui ont été réunis récemment et qui sont aujourd'hui disponibles. Francis Arburger, je vous en dirai très peu puisque ça va être le sujet de notre soirée, et donc le gendre de Sylvain Alphe et l'époux de Jeannine. Concernant l'Alliance, bon, il a enseigné l'histoire de l'art donc à l'école normale israélite orientale. Il a fait des portraits liés à l'Alliance, et on peut dire, là aussi pour la petite histoire, que sur le tableau choisi pour la couverture de ce livre, le jeune personnage qu'on voit ici est le fils d'Yvonne Levin. Vous voyez, on tourne encore dans les mêmes genres. Jeannine Arburger, l'épouse de Francine, fille de Sylvain Alphe, elle a donc eu un rôle très important car elle a été bibliothécaire pendant de très très nombreuses années, et elle a été responsable auprès de Edmond Maurice Lévy de la bibliothèque de l'Alliance, donc de 1956 à 1973. Elle a travaillé avec la famille Lévin, et j'ai eu la chance là aussi de la connaître, de travailler un peu avec elle, et d'accueillir grâce à elle et sa gentillesse et sa patience, d'accueillir une de ses créations, celle qu'elle a réalisée avec son mari, qui est une œuvre de vie magnifique, qui est la bibliothèque de médecine hébraïque et juive Marianne Arburger. Marianne, ça c'est un des drames malheureusement de la famille. La sœur de Sylvie est décédée très prématurément, et l'arbre de vie que ses parents ont voulu laisser en son nom, ça a été une bibliothèque, ça a été un ensemble de livres, ça a été une collection unique d'ailleurs. Je ne pense pas qu'il existe beaucoup d'autres collections de livres sur le thème de la médecine juive en France, en langue française en tout cas. Et Jeannine a constitué cette collection pendant de nombreuses années, et elle a fini par la confier à l'Alliance israélite universelle, et cette collection est toujours active aujourd'hui dans nos locaux de la rue La Bruyère. Et puis, toutes les générations sont concernées, puisque la fille de Sylvie, Raphaël, qui est parmi nous, a aussi travaillé à la bibliothèque et aux archives de l'Alliance pendant plusieurs années. Elle a réalisé de nombreux classements, inventaires. Elle a été active en particulier au moment de l'accueil des archives spoliées par les nazis et revenues de Moscou. Et elle a classé aussi les photos de son arrière-grand-père. Voilà. Donc ce petit tour d'horizon pour vous dire à quel point nous sommes vraiment heureux d'accueillir Sylvie. Et je vais maintenant lui laisser la parole pour qu'elle nous présente son travail et surtout l'œuvre de Francis Arburger. Merci.
Donc je vous remercie beaucoup de ces mots très aimables et ce rappel de la façon dont l'histoire de ma famille se croise avec celle de l'Alliance. Et je remercie toutes les personnes qui sont là, tous mes amis, toute la famille. Et je suis particulièrement émue de parler devant vous ce soir. Donc je voulais commencer ma présentation en vous disant un petit peu comment j'avais eu cette idée de faire le catalogue raisonné, qui est une idée un peu folle et saugrenue. Beaucoup de gens que c'était complètement idiot, de toute façon ça n'intéresserait personne. Et puis moi-même, j'avais absolument aucune compétence pour le faire. Donc en réalité, les choses se sont faites d'une façon assez progressive parce que j'avais commencé à m'intéresser finalement à l'entièreté de l'œuvre de mon père que je ne connaissais pas, puisque moi je suis née après la guerre, donc il y avait toute une partie de sa production que je ne connaissais pas ou très mal. Et j'ai commencé à le faire en fait après la mort de mon père, quand ma maman était encore en vie et que finalement j'avais un peu trouvé cette idée de faire un livre avec elle sur son mari. Et c'est un petit livre que vous verrez en sortant. Et on a terminé ce bouquin en 2002, c'est-à-dire qu'elle l'a vu, elle a été tellement fière, tellement contente, elle l'a envoyé à tout le monde. Et à l'hôpital, quand elle était en train de mourir, elle voulait que toutes les infirmières aient le bouquin et que le médecin qui venait la voir en lui disant « Madame, je vais vous expliquer ce que vous avez comme maladie. » Vous savez, elle leur disait « Vous savez, ça ne m'intéresse pas tellement. Dites-le à ma fille, mais docteur, est-ce que vous avez lu le livre ?» Donc je crois que ça a été une grande joie pour elle, en fait, de voir un beau bouquin avec des photos, des tableaux de son mari. C'était quand même, elle a joué un rôle qui n'était pas, je m'en suis rendu compte quand j'ai travaillé sur les archives qu'avaient laissées mes parents. Ma mère n'a pas seulement été l'assistante du peintre, elle a vraiment joué un rôle, je pense, très actif dans la constitution du fonds d'archives qui finalement, moi, m'a permis de faire le boulot, quoi. C'est-à-dire que de façon très systématique et comme une bibliothécaire qu'elle était, elle a imprimé la méthode à la fois au niveau des documents qui étaient conservés, de leur classement, de la numérotation des tableaux. J'aurai peut-être l'occasion de vous expliquer comment elle a fait. Je crois qu'elle a fait comme on fait pour les bouquins. Et quand j'avais fait ce premier livre avec elle, j'avais commencé à regarder ce qu'il y avait comme archives, quoi. Et je lui avais dit, ça serait bien qu'on fasse la liste, on répertorie toutes les œuvres, et moi je vais les faire taper. Parce qu'à l'époque, je travaillais et j'avais demandé à une collègue de taper cette liste. Et ça m'a été fort utile. Ça m'a été fort utile pour la suite du travail parce que j'avais une base qui était déjà un petit peu numérisée, si j'ose dire. Enfin, en tout cas, dont j'ai pu me servir quand j'ai commencé à vraiment constituer une base de données. Et puis, il y a un autre élément qui est intervenu, qui m'a un petit peu étonnée moi-même, c'est que des conservateurs de musées ont été partants pour exposer une partie de l'œuvre de mon père, qui était la partie qui a commencé en 1952, qui s'appelle dans sa nomenclature des hiéroglyphes. Et en 2008-2009, il y a eu 3 expositions dans des musées de province, mais des musées très importants dans leur notoriété, parce qu'il y avait notamment le fameux musée de Roubaix, je ne sais pas si vous connaissez, qui s'appelle La Piscine, qui en fait est un grand musée de province, et le conservateur lui-même était très intéressé. Donc je me suis rendu compte que cette œuvre intéressait, et peut-être même pouvait intéresser des amateurs ou des critiques presque davantage aujourd'hui qu'hier, en tout cas sur cet aspect la plus contemporaine, la plus moderne de l'œuvre.
Voilà, et puis j'ai cherché ensuite des étudiants, parce que je n'avais pas du tout l'intention de faire moi-même ce travail. J'ai cherché des étudiants, j'ai été voir des profs, j'ai rencontré des qui m'ont dit écoutez, c'est très intéressant, mais nous, ça n'intéressera pas nos étudiants, parce que les étudiants, ils travaillent sur des grands maîtres, et votre père n'est pas un grand maître. Bon. Et puis un jour, j'en avais tellement marre de ne pas trouver d'interlocuteur à l'université que j'ai fait la liste de tout ce que j'avais comme archives pour dire, vous voyez, c'est tout à fait un sujet de thèse, quoi. Il y a de quoi travailler, exploiter les archives. Et alors le prof, le dernier que j'ai vu finalement, il m'a dit, mais écoutez madame, vous pouvez y aller, vous pouvez commencer. Vous avez tout ce qu'il faut. Ça a démarré de façon comme ça, un petit peu presque par hasard. Et puis ensuite, eh bien, je me suis entourée de conseils. Donc ça, je crois que ça a été une bonne idée puisque je n'avais pas d'expérience. Donc Raphaël m'a dit qu'elle utilisait un logiciel à la bibliothèque qui s'appelait le FileMaker. Une amie qui connaissait ce logiciel. J'ai demandé conseil aux conservateurs qui avaient fait les expositions. J'ai demandé conseil aux experts de la spoliation dont Johanna représente l'équipe ici aujourd'hui. Je me suis entourée, disons, d'historiens de l'art, de gens qui avaient les compétences que moi je n'avais pas. Et puis je suis partie et j'ai travaillé à peu près 5 ans, vraiment, à partir du moment où j'ai ouvert cette fameuse base de données dans laquelle j'ai rentré toutes les informations que j'ai faites. Et puis, je vais vous présenter un tout petit peu l'histoire de Sarburger et puis évidemment. Alors donc, mon père naît en Algérie, à Oran, en 1905. Son père, donc Jules Arburger, est originaire d'une famille d'Alsace qui a émigré en Algérie en 1870. Et sa mère, Célestine Aboulker, est elle-même artiste peintre, est la fille de Moïse Aboulker et d'Adélaïde Azoubib. Moïse Aboulker ayant été le premier juif d'Algérie à faire ses études de médecine et le premier d'une lignée de médecins Aboulker, et sa femme Adélaïde Azoubib. Alors Moïse Aboulker meurt très jeune et Adélaïde se remarie avec Mardoché, c'est ça? Mardoché Bénichou, voilà, qui est l'ancêtre de mon cousin Marcel. Ils ont un premier fils, Adrien, qui est l'aîné de Francis de 6 ans et qui part, lui, faire ses études de médecine à Paris. Alors Célestine Aboulker, j'ai mis quelques-unes de ses œuvres. Elle écrit, elle peint et elle expose dans les salons, notamment au Salon des Orientalistes. Elle illustre le Cantique des Cantiques et puis elle peint aussi des natures mortes, des portraits, enfin des choses assez variées. Mais disons, c'est original, je pense, une femme peintre et juive à cette époque-là. Et je cite son rôle parce que mon père était toujours très reconnaissant à sa mère de l'avoir encouragée à faire de la peinture, ce qui n'était pas tout à fait bien vu dans ce milieu bourgeois, disons, petit bourgeois d'Algérie. Et elle l'a poussé, enfin elle a dû voir qu'il avait joué et elle l'a poussé à faire des études. Et alors Godichon, le conservateur de Roubaix, qui fait la préface de ce catalogue, il fait une interprétation un peu, on peut dire, de psychanalyse sauvage à ce propos, parce qu'il écrit qu'il y a dans la construction même donc, de l'artiste, c'est-à-dire de Francis Arburger, ces gènes de la fidélité, et la figure de la mère est un élément fort de la vocation d'Arburger. Elle est assez fréquemment son modèle. Il est évident que la propre carrière artistique de cette femme, très investie dans sa judéité, est aussi un marqueur puissant d'héritage. Certes, l'imagerie biblique de Célestine Aboulker peut sembler assez éloignée du regard d'Arburger sur le monde qui l'entoure et où il puise l'essentiel de son inspiration, mais du fait de sa propre iconoclastie, elle libère son fils de l'interdit de l'image. Donc là, il y a une interprétation sur
le rôle, effectivement, de, de Célestine dans le fait que mon père peut peindre, quoi. Alors, ses débuts artistiques, enfin sa formation d'abord, il a une formation très, très complète, très éclectique. Il commence à Oran, donc à Oran il y avait une école des beaux-arts, une école municipale des beaux-arts. Ensuite, il vient à Paris, il suit en fait son frère qui est donc étudiant en médecine et qui habite à Paris. Donc il vient à Paris très jeune quand même, il a 16 ans. Il entre à l'école des arts décoratifs. On m'a dit qu'il était trop jeune pour rentrer aux Beaux-Arts à cette époque-là, et donc il fait des arts déco d'abord. En 23, il est reçu à l'école des Beaux-Arts. Et en 28, il part à Madrid, où il est nommé à la Casa Velázquez, qui venait d'être créée. Il fait partie de la première promotion de la Casa Velázquez. Et en revenant, il continue encore sa formation en fréquentant, il fait l'école du Louvre et il fréquente l'école de la fresque de la ville de Paris, ce qui est important par la suite parce qu'il réalise beaucoup de fresques en fait dans sa carrière. J'ai fait un feuillet spécial sur les décorations murales dans le catalogue raisonné. Alors, en 25, il s'installe dans un atelier à Boulogne. Il expose tout de suite au Salon d'automne, au Salon des Indépendants. Puis, il fait sa première exposition personnelle en 1930 à la galerie 23 rue La Boétie. Alors, on a essayé avec l'historienne qui fait la partie historique de comprendre comment il avait fait pour exposer rue La Boétie. Parce que le 23 rue La Boétie, comme vous savez peut-être, c'est à côté du 21. Et 21, c'était la galerie Rosenberg. Donc, c'était quand même un endroit prestigieux, quoi. Alors, on fait un certain nombre d'hypothèses. Enfin, Caroline Laroche, qui est l'historienne, fait un certain nombre d'hypothèses pour essayer de comprendre comment il a pu s'introduire dans cette galerie qui était vraiment très bien située. En 1933, donc, il se marie avec ma maman, Janine Alf, qui est donc à l'époque, qui a été bibliothécaire l'Heure Joyeuse, qui n'est pas encore bibliothèque à l'Alliance, évidemment, et qui est la fille de Sylvain Alf, comme Jean-Claude Kupermank vous l'a dit. Donc le couple s'installe dans le 18e, ils ont un atelier logement, et il enseigne l'histoire de l'art et le dessin à Legno, et il participe à plusieurs décorations murales. En 1937, il participe à l'exposition internationale qui se tient à Paris. Donc je vous ai mis une diapo avec les deux tableaux dont on sait qu'ils ont été exposés à l'exposition internationale de 1937. Alors, mes parents ont deux enfants, entre le mariage et 1939, un petit garçon qui s'appelle Michel, qui est né en 1935, et ma sœur Marianne, dont on a parlé en 1938. Alors, en 1939, en juillet, mon père est mobilisé, il passe 11 mois en division d'infanterie. La famille reste en Normandie, où ils étaient en vacances, c'est-à-dire ma maman, les enfants et ses parents, et ses beaux-parents. Et en mars 40, donc là arrive l'Alliance qui s'introduit dans cette histoire, lors d'une permission, il entrepose quelques-uns de ses tableaux et de sa collection dans la chambre forte de l'Alliance. Donc il y avait une chambre forte au sous-sol, qui existe toujours, et il entrepose des tableaux. Alors moi, naïvement et sans beaucoup avoir réfléchi, je trouvais complètement idiot d'avoir mis des tableaux dans une institution juive. Mais c'était pas si idiot que ça, parce que d'une part, d'après ce que j'ai compris, ce qu'on craignait en 1940, c'était les bombardements sur Paris. C'était pas du tout les spoliations qu'on pouvait pas imaginer. Et puis, finalement, vous allez voir la suite de l'histoire, ce sont des tableaux dont j'arrive à suivre la trace jusqu'en 1932, ce que je ne peux pas faire sur les tableaux qui n'étaient pas dans cette chambre forte. Alors ensuite, il termine donc sa période militaire en juin 1940. Il sent que ce n'est pas le moment de revenir à Paris. Il perd son poste de professeur. Et pendant ce temps-là, la famille Alf et ma mère, ses enfants et ses beaux-parents étaient partis à Vichy, puisque Sylvain Alf, avec le staff de l'Alliance, était à Vichy. Ça, c'est une histoire que vous pouvez peut-être donner des détails, Jean-Claude. Donc, en fait, ils rejoignent en voiture le Vichy. Et ils décident de quitter la métropole et de partir à Alger, où il y avait encore une famille nombreuse. Donc en octobre 1940, ils se trouvent à Alger.
Ils sont d'abord à l'hôtel, ensuite ils trouvent un appartement à El Billard, et là, il peint, il expose beaucoup et il vend. Donc pendant la guerre, de façon assez étonnante finalement, rétrospectivement, il vend énormément et il peint énormément. C'est une période où moi, j'ai dénombré qu'il avait peint 300 tableaux. Et c'est pour moi une grande difficulté parce que ces tableaux, j'en ai pas trouvé beaucoup, j'ai pas réussi à en trouver beaucoup, malgré tous les efforts que j'ai déployés. Je me suis appuyée sur le cercle de généalogie juive grâce à qui j'ai pu faire un article et dire que je cherchais des tableaux, mais malgré tout, il y en avait tellement que j'en ai retrouvé, mais pas tous évidemment. Alors après la guerre, donc la guerre évidemment, ben, ce sont les drames pour tout le monde évidemment. Et mon frère aîné, donc Michel, meurt en 1942. Mes parents sont spoliés entièrement de tous leurs biens restés en France. Et donc pour le peintre, c'est toute sa production antérieure. Mais il décide quand même de rentrer en métropole. Et on s'est interrogé avec mon cousin Marcel pour savoir pourquoi ils ne sont pas restés en Algérie, puisque finalement, il s'était fait une clientèle en Algérie. Donc, il vendait, il gagnait sa vie, quoi. Et moi, je pense un petit peu pour deux raisons. Enfin, je fais des hypothèses. D'une part, du point de vue artistique, je pense que mon père voulait retrouver la vie artistique parisienne et les critiques et son animation, enfin, disons, le foisonnement qu'il y avait à Paris. Et je pense aussi que ma mère voulait se rapprocher de sa propre mère, qui était dans un grand deuil, quoi, puisqu'elle avait perdu son fils à la guerre, son mari et son petit-fils. Enfin, je pense que c'était quand même une période très très douloureuse pour la famille. Alors à Paris, donc évidemment, ils n'ont rien, ils n'ont pas d'appartement, ils n'ont pas d'atelier. Donc ils trouvent un petit appartement à Enghien-les-Bains, peut-être grâce à une grande amie de maman qui s'appelait Raymond de Galpérin, dont la fille est ici. Et puis, ben voilà, donc là, à Enghien, ben, mon père, il vit, il crée une académie de peinture, il peint, il expose, et il décide même d'avoir un enfant qui vous parle aujourd'hui. Voilà, donc moi j'arrive dans ce paysage-là, je suis née à Enghien-les-Bains. Alors en 1956, il trouve un atelier à Paris. Et ça, je pense que c'était une grande satisfaction pour mon père de pouvoir revenir à Paris parce que du point de vue de la visibilité de son œuvre, c'est clair que c'était difficile de ne pas être à Paris, quoi. Alors il revient, il peint, il enseigne. Et là, bon, je n'ai pas voulu vous détailler ce qu'il fait. Il expose, tous les ans, il expose dans les salons à comparaison aux indépendants, etc. Il fait des expositions particulières à Paris, à Strasbourg, à Honfleur, à Dieppe ou à Lyon. Il écrit un ouvrage parce qu'il enseigne, il aime beaucoup enseigner, je crois qu'il était assez pédagogue. Il écrit un petit bouquin qui s'appelle Le langage de la peinture que l'on voit sur le catalogue, sur la photo du catalogue, parce que c'est un petit peu la façon dont il explique, lui, à la fois son œuvre et comment il enseigne à ses élèves. Et il peint, il expose jusqu'à son dernier jour en décembre 1998. J'ai recensé 1600 toiles en sachant qu'il y en a beaucoup que je ne connais pas. Donc il a sûrement peint plus que 1600, mais voilà, j'en suis là. C'est ce que j'ai trouvé. Alors je vous propose quelques œuvres. Donc d'abord des paysages d'Algérie, évidemment. Alors là, peut-être pour les toiles, on peut un peu baisser la lumière. Ça va? C'est correct? Donc voilà, donc il y a de très beaux paysages d'Algérie. Ça, c'est les Hauts d'Alger Sud. Je pense que, d'après ce que j'ai compris, c'est ce qu'il voyait de sa fenêtre d'Elbia. Ça, c'est les Hauts d'Alger côté ouest, donc différents côtés. Et puis la rade de Melzel-Kébir, ça, c'est à Oran. Un tableau de 1927. Ensuite, on a un tableau qui était chez une famille chiche, je ne vois pas, monsieur qui est le descendant de cette famille, qui
qui est une grande toile c'est Raoul Chichaoran. Je propose quelques portraits. Il a fait beaucoup de portraits. Donc un portrait de Janine en 1942, un portrait de son père, Jules Arburger, et un portrait de ma grand-mère, Célestine Aboulker, de 1928, donc qui est plus ancien. Et puis la famille continue avec un portrait de mon frère Michel, de ma sœur, de Colette Aboulker, qui est une cousine très proche de mon père, d'Aline Bénichou, qui est la sœur de Marcel, et de Luce Lévy, qui est la femme de Jacques Lévy, que vous avez peut-être connu, qui était libraire rue d'Alésia. Et puis les personnalités de la communauté. Donc j'ai mis un portrait de monsieur Albert Confineau, qui a été représentant de l'Alliance à Alger, et de monsieur Élie Gozlan, qui était une personnalité intellectuelle importante, responsable d'une revue dont le titre m'échappe, et je suis en contact avec sa petite fille. Ensuite, des scènes de genre, il y en a beaucoup aussi. Alors ce sont en général des Arabes, donc le conteur arabe, c'est un très beau tableau, l'aveugle et son guide, une petite fillette arabe, et puis ce conteur, cet homme, mon père racontait qu'il était un très bon modèle, et donc il l'a peint avec différents costumes. Alors quelquefois c'est le pêcheur, quelquefois c'est le conteur, quelquefois, en feuilletant le catalogue, vous verrez, c'est le même homme, mais dans des postures différentes. Des fleurs, beaucoup de tableaux de fleurs. Je vous en ai mis 2. Des pivoines et des iris. Et puis, évidemment, des natures mortes qui seront un petit peu sa signature particulière tout au long de sa vie, avec ce Aransor, qui est un tableau qui a été acquis par l'État et qui, malheureusement, se trouve dans des réserves quelque part, mais pas dans un musée. Et la lampe à pétrole, qui est un tableau de 1951, qui est important dans sa production artistique, parce que c'est à partir de ce tableau que mon père décide d'essayer une nouvelle production. Donc il écrit en 1951, la réalisation de la lampe à pétrole marque une étape dans ma carrière. C'est à la suite de ce tableau qu'ayant le sentiment de tout connaître du naturalisme, j'ai pu élaborer ma solution cubiste. Donc moi, ce que je comprends, c'est qu'il dit qu'il maîtrise complètement la technique, en quelque sorte, picturale, et que donc, il peut en fait s'en échapper, quoi. Disons, il peut inventer son propre langage. Et donc, il oriente une partie de sa production dans une voie nouvelle, où l'objet est redoublé par son dessin, schématisé, et le philosophe Étienne Souriau, qui était professeur d'esthétique à la Sorbonne, donne le nom de hiéroglyphe, et mon père adopte ce terme pour désigner cette peinture des hiéroglyphes. Alors à partir de 51, donc, il y a une série de hiéroglyphes. J'ai choisi de vous en mettre quelques-uns. Celui de gauche est intéressant parce que c'est un petit peu une étape entre la peinture figurative classique et le hiéroglyphe, puisque vous voyez encore la perspective de la table, tandis qu'il n'y a plus quand même ni ombre, ni relief, ni perspective, sauf sur la table. Ensuite, la lampe à pétrole, je l'ai remise, puisqu'il a fait une version plane, en quelque sorte en 2 dimensions, du même sujet, la lampe à pétrole, en 1955. Et puis ensuite, je propose, disons, un certain nombre d'œuvres. J'ai eu beaucoup de mal à les choisir, mais j'en ai choisi quelques-unes. Donc des fleurs, pour vous montrer les fleurs que vous avez vues tout à l'heure, qui deviennent maintenant peintes en 2 dimensions, les fruits, les caisses et les boîtes, c'est-à-dire les boîtes de 1957, tout à fait 3 dimensions, deviennent des boîtes, des caisses, disons, en 60, une représentation plane, avec l'ombre qui est représentée par
cette couleur plus foncée. Le pain, qui est un sujet absolument récurrent, permanent de son œuvre. Il est interviewé, on lui demande pourquoi vous peignez du pain. Alors il dit ben, le pain c'est la vie, on a tous été confrontés au problème de la survie. Enfin, visiblement, il y a une charge, disons, symbolique forte du pain pour lui. Donc voilà le pain sous ses différentes représentations, comme vous le voyez, entre les œuvres de gauche et de droite. Celui du bas à droite est dans un musée, dans un kibbutz en Israël, à Ein Harod. Voilà, j'ai continué un peu sur le pain, avec le tableau de droite qui est entre le hiéroglyphe et ce qui deviendra après des collages, parce que le verre de vin, vous voyez, il y a quelque chose qui est collé sur le verre de vin, c'est un petit plastique là qui donne de la transparence au verre. Alors il a fait quelques sujets juifs, des chandeliers, des chalotes, il y en a plusieurs, mais ce n'est pas, disons, sa production exclusive, mais il y en a toujours eu, disons, au long de ces tableaux. Les poteries, je vous ai choisi quelques poteries qui est aussi quelque chose qu'il fait de façon assez fréquente. Voilà encore des poteries. Et voilà encore des poteries avec un philodendron. À partir de 1963, il engage une série de paysages de Paris. À gauche, vous avez le lapin agile et à droite, Saint-Germain-des-Prés. Donc Saint-Germain-des-Prés, il en a fait 6 versions. Je suis moi-même allée à Saint-Germain-des-Prés prendre c'était la façade sud. Il fallait que j'en avais 6 et il fallait que je sache lequel était lequel. Donc c'est assez amusant. À gauche, vous avez une démolition et à droite, l'angle du boulevard Saint-Germain et de la rue du Bac. Donc il y a, disons, plus d'une qui sont très, très caractéristiques et qui deviennent un peu des souvenirs historiques parce que quelquefois il a peint des choses qui n'existent plus. Par exemple, il a peint l'hôpital Broca, il a peint l'hôpital Necker. Enfin, on a des pans de Paris qui ont disparu. Il fait également une série de peintures civiques, ce qu'il appelle des peintures civiques, c'est-à-dire des peintures à thème. Donc là, j'en ai choisi 2. Celle de gauche s'appelle Défense écologique contre les promoteurs rapaces. Donc là, vous voyez des aigles ou des corbeaux, un corbeau qui tient le plan de Paris et une petite maison qui est démolie avec un autre corbeau qui est posé sur un lingot d'or et derrière des grands immeubles qui sont en construction et qui montrent que les promoteurs sont des rapaces. Et ça, c'est en 1977. Et puis à droite, ben, c'est la photo que j'ai choisie, qui a été choisie pour la couverture, où donc le peintre donne à son jeune élève le petit livre, le langage de la peinture. Et c'est le peintre qui est de dos, et à gauche, c'est ma maman. Et donc, vous avez le fils de Madame Lévin qui est à droite, qui est à gauche, qui est un cousin, mais la famille n'est pas représentée ici. Mais pour l'anecdote, il paraît que ce monsieur, quand mon père lui a demandé s'il était content du tableau, il a dit oui, je suis content, mais enfin, j'ai jamais vu la dame toute nue. Alors, à partir de 77, il commence encore une nouvelle série qui sont des collages. Donc là, les objets ne sont plus seulement représentés d'une façon symbolique ou synthétique, sont collés. Donc à droite, vous avez des morceaux les nœuds du bois, et à gauche, je ne me rappelle plus comment il s'appelle. Il est, je sais pas. Bon. Ensuite, là, vous avez à gauche des bûches et à droite une planchette. Ce sont des objets qu'il a représentés à la fois dans les hiéroglyphes et dans les peintures figuratives. Et là, elles sont collées sur la toile, quoi. Voilà, donc sur
Les autres aspects, je réponds à vos questions, Jean-Claude, Voilà. si vous avez. D'abord, merci pour ce très très beau tour d'horizon déjà qui nous a fait découvrir pour certains d'entre nous ou retrouver l'œuvre de Francis Harburger. On imagine donc tout le travail et on imagine aussi donc son esprit finalement assez novateur. Et je crois que ce qui apparaît aussi dans ce que vous dites, c'est sa grande honnêteté intellectuelle. L'idée qu'il faille aller jusqu'au bout d'une technique, de l'art classique, pour enfin s'autoriser à expérimenter, c'est finalement pas si courant, parce que le cubisme et tout ça avait commencé 30 ans plus tôt, avec des gens qui, pour certains, avec cette grande formation classique, bien sûr, mais pas tous, disons. Donc ça c'était à noter. Et moi, quelque chose qui m'a toujours intéressé quand je vois certains de ces tableaux, c'est à la fois le côté très réaliste. Je reprends l'exemple du pain, et c'est vraiment, la plupart de ces miches de pain, on a vraiment l'impression qu'elles viennent d'être brisées, qu'on vient de les ouvrir avant de les déguster. Enfin, elles donnent cette impression-là. Donc, quelque chose de très réaliste. Et puis, il y a aussi cette question du vieillissement des matériaux. Je crois qu'il était très intéressé aussi, pas forcément à la notion du beau. On représente en peinture pas forcément ce qui est beau, mais aussi le passage du temps. Vous avez peut-être plus à nous en dire là-dessus. Par exemple, ces murs, ces poteries, avec toutes ces traces du vieillissement. Oui, c'est sûr. C'est sur la patine, quoi. Enfin, il était très sensible à la matière, à la représentation de la matière. Et ce qu'il disait, c'est qu'en fait, de ces différentes recherches, elles s'enrichissaient mutuellement. C'est-à-dire que, enfin, aujourd'hui, les gens sont étonnés, et justement, le catalogue raisonné permet de voir les choses dans l'ordre chronologique, et on voit qu'en même temps, il fait ça. C'est-à-dire, il fait des paysages, il fait des hiéroglyphes, et il fait des natures mortes, tout ce qu'il y a de plus figuratif. Et il disait que, en fait, ce qu'il expérimentait dans un genre était utilisé dans un autre. Par exemple, dans cette poterie, donc évidemment, ça serait beaucoup plus intéressant si vous voyez le tableau que de voir une photo. Cette poterie, elle est un peu en relief, quoi. Parce que pour représenter la moisissure du pot, ben, il y a sûrement un peu de cendre, un peu de poussière, un peu de je sais pas quoi, mais on voit bien, c'est pas une matière unie, quoi. Et ensuite, quand il fait son paysage, eh ben, sur Saint-Germain-des-Prés, il reprend le même procédé. C'est-à-dire que les paysages aussi, ils bénéficient de cette recherche de la représentation de la matière. Et il le dit lui-même que ce qu'il fait dans sa manière néo-cubiste l'aide, enfin, est ensuite enregistré dans son... Par exemple, à la fin, il fait des pins, on voit dans le catalogue, tout à la fin de sa vie, il fait un pain, et effectivement, on a l'impression qu'on va le toucher, quoi. Et il dit, je fais des pins de plus en plus réalistes. Enfin, donc, il y a... Et cette recherche, effectivement, il y avait une espèce de fascination, je pense, pour la matière. Dans le tableau qui sert à la couverture du catalogue, il y a cette idée de transmission du maître à un élève. Est-ce que dans sa vie finalement, parce que dans ce que vous nous décrivez, on sent quand même un homme seul, mais en tout cas déterminé avec suivant son propre chemin. Est-ce qu'il a quand même, est-ce qu'on peut dire qu'il a des maîtres? Et qui reconnaissait-il éventuellement comme ses maîtres? Et est-ce qu'il a des disciples et qui aujourd'hui peut se revendiquer de Francis Harburger? Oui, enfin lui, il a des maîtres. Ça, il est très, très reconnaissant par rapport à ses maîtres. Par exemple, le portrait de ma grand-mère que je vous ai montré au début de 1928, il écrit au dos de la photo du tableau « Influence de Rhin ». Ensuite, les petits paysages enfin, du début, je pense que vous avez remarqué, c'est « Influence Cézanne ». Ensuite, on voit, enfin, et il l'écrit, il le dit. Toute sa peinture, par exemple, je vais vous montrer après, enfin, si on continue un peu sur la période de la guerre, de la spoliation, je vais vous montrer quelques photos des tableaux peints en Espagne. Et là, il dit, je suis allé au Prado, j'ai copié Le Greco, j'ai copié Velázquez, j'ai copié, enfin je veux dire,
Il est très, il dit, on apprend la peinture en copiant, en allant dans les musées et en copiant. Ça, il le revendique. Euh, Ensuite, est-ce qu'il a des élèves? Il a eu des élèves. Est-ce qu'il a des disciples? Il y a je connais donc un peintre contemporain qui s'appelle Jean-Claude Yaïch qui se revendique comme étant le disciple de Francis Arburger. Il fait des choses très différentes, mais il est lui aussi tout à fait reconnaissant de l'enseignement qu'il a reçu. Et j'ai vu à l'occasion d'une exposition et à l'occasion de la publication du catalogue des anciens élèves de mon père. Et donc, en général, bon, alors évidemment, ce sont les gens qui se manifestent, mais qui me disent qu'il y avait une ambiance dans l'atelier, que c'était très agréable, enfin qu'il était un bon prof, quoi. Je crois que ça, c'est quelque chose que j'ai entendu dire. Moi, j'ai pas, je ne peux pas le dire, mais je ne peux pas en témoigner, mais je pense que c'était là, et je pense qu'il aimait enseigner. Même s'il se plaignait, enfin pour l'anecdote, off the record, pour la vidéo, quand il y avait un ciel qui correspondait à son paysage et qu'il avait des élèves, il était furieux, quoi. Il disait oh, mais c'est le ciel de mon paysage, quoi, et je ne peux pas le faire parce que j'ai des élèves à la maison. Mais il aimait enseigner. Venons-en donc un peu plus à l'aspect de technique, si j'ose dire, de votre recherche. Donc, vous nous avez expliqué que vous avez pu retrouver un certain nombre de toiles parce qu'elles avaient été dans cette fameuse série des toiles laissées à l'Alliance. Donc, reprenons ce fil, ce chemin-là, pour essayer de comprendre ce qui est arrivé à ces toiles et qui est évidemment comparable, et on pourra échanger, très comparable à ce qui est arrivé à l'ensemble des collections patrimoniales d'archives et de livres de la bibliothèque de l'Alliance au même moment. Oui. Alors, si vous voulez, effectivement, moi j'avais un problème là de méthode, puisque je n'avais pas le recensement exhaustif des œuvres que mon père avait réalisées avant la guerre, et il avait peint, il avait exposé, il avait vendu. Et lui, dans les déclarations qu'il fait au moment, après la guerre, quand on doit, les gens, les spoliés déclarent qu'est-ce qu'on leur a volé, il dit 100 d'œuvres m'ont été volées. Bon, donc moi, j'avais pas 100 œuvres et je les ai toujours pas. Donc, ce que j'avais comme méthode, j'ai essayé de travailler de façon systématique. Donc, il y avait les œuvres qui avaient été vendues à l'État. Donc ça, c'était assez simple, parce qu'aux Archives nationales, il y a toute la trace des achats de l'État. Et donc, c'est des tableaux, j'en ai répertorié 7, entre 27 et 38, l'État a acheté. Et aujourd'hui, c'est dans des musées, à Castres, à Boulogne-Billancourt, à Villefranche-de-Rouergue, Honfleur, Brantôme, Alger, Oran. Et donc, moi, j'ai contacté tous les musées en disant, vous avez une œuvre, envoyez-moi des photos, etc. Bon, je les ai toutes des musées français, presque toutes récupérées, sauf ceux qui ont été perdus par l'État. Deuxièmement, il y avait dans les archives que mes parents avaient constituées les photos des œuvres. Et je pense qu'ils ont, je fais l'hypothèse, parce que je ne les vois pas se balader dans l'Exode avec les photos des tableaux, enfin, je ne sais pas, je fais l'hypothèse qu'après la guerre, mon père a dû demander aux photographes qui avaient photographié les œuvres de lui donner des tirages. Parce que je vois des échanges de courriers. Et je suis allée moi-même dans les fonds photographiques, puisque certains de 3 grands photographes, en tout cas Vizavona, Markvo et Delbo, sont disponibles et sont dans les archives, enfin sont accessibles, quoi, en demandant. On peut voir les photos. Par exemple, dans le fonds Vizavona, il y avait 12 photos de tableaux de mon père et même un de ma grand-mère. C'est assez rigolo. Ensuite, il a vendu à des collectionneurs privés. Donc là, j'ai trouvé des tableaux parce qu'il y en avait dans des collections privées. Il y avait les catalogues des salons, puisqu'il a exposé. Donc, dans les catalogues des salons, je trouve des tableaux. Sauf qu'en général, je trouve, par exemple, nature morte. Donc moi, je ne sais pas ce que c'est. Ou bien paysage. Enfin, bon, donc, ce n'est pas toujours très facile d'identifier les tableaux. Et puis, donc, c'est là qu'on arrive sur la spoliation, parce qu'il y a des archives maintenant abondantes et accessibles.
Alors, j'avais préparé quelques diapos pour vous montrer. Donc, ça, justement, c'est un petit peu la période espagnole avec le Ciego qui est au musée de Castres. C'est ce que mon père fait quand il est à la Casa Velázquez. L'autre tableau est à Villefranche-de-Rouergue. Celui de gauche, là, les Arabes jouant aux cartes, est au musée des années 30 à Boulogne-Billancourt. Et la nature morte aux asperges était au musée des Beaux-Arts d'Alger. Alors ensuite, ça ne suffisait pas, quoi, parce que j'en avais 7 dans les musées, c'est tout, donc c'était pas beaucoup. Donc je suis allée dans les archives. Alors les archives, je suis allée, mais j'ai fait ce que font les chercheurs, enfin, donc les archives diplomatiques, les archives nationales et les archives américaines. Et les archives américaines, là, dans un fonds qui s'appelle Ardelia Hall, je trouve quelque chose. Et alors je suis guidée là par Didier Schulman, qui travaille donc, qui est responsable de la bibliothèque Kandinsky, qui un jour me dit, évidemment Sylvie, vous avez regardé les property cards de Wiesbaden. Alors moi j'écris et je n'ai aucune idée de qu'est-ce que c'est que les property cards de Wiesbaden. Mais Internet est là, et donc en rentrant à la maison, je tape property cards de Wiesbaden, Harburger. Et je tombe sur le portrait de ma grand-mère. Donc là, c'était un peu un choc, j'étais très émue. Et j'ai compris qu'il se passait quelque chose dans les archives américaines. Alors, qu'est-ce que je trouve dans ces property cards, qui sont en fait les cartes d'identité des tableaux que les Américains trouvent, alors je vous donnerai les dates après, en 1945. Alors, j'ai fait un truc un peu pédagogique en expliquant qu'est-ce qu'on trouve. Alors, voilà une property card d'un tableau qui n'est pas de mon père, mais qui est justement un tableau que lui, il a cherché toute sa vie, qui était dans sa collection, qui est un tableau d'André Favori, qui est un peintre qui est un petit peu oublié aujourd'hui, mais qui visiblement était un peintre très reconnu à l'époque. Donc, il y a numéro 1, un numéro de Wiesbaden 3165-90. Numéro 2, le peintre. Là, on voit, c'est c'est A. Favori. Le numéro 3, c'est la photo du tableau. Là, vous ne la voyez pas, mais on la reconnaît. Le numéro 4, c'est d'où ça vient. Ça vient de IEJ Francfort. Donc ça, vous connaissez, vous expliquez ce que c'est. C'est, et vous allez l'expliquer. Donc c'est très important, parce que ça veut dire que c'est arrivé très tôt en Allemagne. À 5, les dimensions du tableau. Donc là, ça c'est complètement technique, c'est un conservateur qui a fait ça. Vous savez, on a vu le film Monument Man, vous avez entendu parler, c'était des conservateurs. Donc là, vous avez tout ce qu'il faut pour faire un catalogue raisonné. Donc les dimensions du tableau. La technique, c'est de l'huile sur toile. Les informations qu'il y a au dos. Alors là, vous avez au dos FH. Malheureusement, le type, il ne devine pas que c'est Francis Harburger. Ensuite, vous avez la description du sujet. Au fond, on voit des femmes nues, etc. Enfin bon, c'est un grand sujet de baigneuse de Favori. 9, l'état du tableau. Il est en très bon état, il n'est pas abîmé. Qu'est-ce qui devient ce tableau? Qu'on en fait? On le transfère sous la responsabilité de Girso. Je vous expliquerai Girso tout à l'heure, à Nuremberg, c'est-à-dire une institution juive. Jewish Restitution, je ne sais plus quoi. Je vais vous expliquer. Et au dos, on a d'où ça vient. Vous allez l'expliquer. C'est-à-dire l'Institut d'études juives. Où est-ce que ça a été déposé? À Offenbach. Qu'est-ce que c'est Offenbach? C'est le dépôt des livres. Quand est-ce que ça arrive à Wiesbaden? Le 21 février 1946. Et quand est-ce que ça repart de Wiesbaden? Le 4 juillet 1951. Donc, si vous voulez, c'est extraordinaire. Enfin, je veux dire, pour moi, je ne savais pas qu'on pouvait arriver à un tel niveau de précision. Alors, ce que j'en conclus, donc moi, je fais à rebours l'interprétation en disant, alors, allez-y sur l'AIU. Je vais résumer un peu l'histoire, parce que voilà, ce qui peut apparaître surprenant, c'est qu'on trouve dans des fiches des archives américaines d'après-guerre des descriptions de documents existant à Paris avant-guerre. Comment c'est arrivé là? L'histoire est donc simple et maintenant relativement bien connue.
les nazis avaient une politique de spoliation des biens culturels très au point et très organisée dès le début de la guerre et même dès le début des occupations des différents territoires avant la guerre. Parmi toutes les officines, tous les groupements du parti nazi ou de l'armée allemande qui s'occupaient de ces vols de biens culturels, un des plus importants, un des plus remarquables, était le groupement du Reichsleiter Alfred Rosenberg, donc on appelle en résumé l'Einsatzstab Reichsleiter Rosenberg, ERR. Et ces fameux ERR étaient donc l'équipe de choc créée par Rosenberg, qui était un des grands idéologues du nazisme, qui publiait un journal et qui était vraiment un proche conseiller d'Hitler, et qui a donc mis sur pied cette brigade assez importante qui a été responsable d'un très grand nombre de spoliations. Le but de Rosenberg et de l'ensemble des spoliateurs nazis, leur cible, c'était les ennemis du Reich en quelque sorte, c'est-à-dire les juifs, bien entendu, les francs-maçons, les communistes, les socialistes, le monde syndical et les émigrés allemands, autrichiens, mais aussi les émigrés russes d'avant-guerre, etc. Donc il y avait toute une série de cibles potentielles, en dehors des cibles purement militaires et des États en guerre contre l'Allemagne, qui étaient visés par ces groupements qui donc, n'avaient pour unique but que d'aller voler des biens, donc des tableaux, on connaît beaucoup de choses sur les tableaux, mais aussi des livres et des archives, des bibliothèques entières et des archives. Dans le cas de Rosenberg, ils arrivent donc en 1940 et en août 1940, ils commencent leur grande campagne de spoliation et ils commencent par la bibliothèque de l'Alliance israélite universelle. D'ailleurs, une partie des services de Rosenberg s'installe dans le bâtiment de la rue La Bruyère, ce qui expliquera qu'à la fin de la guerre, on retrouvera dans le bâtiment de la rue La Bruyère, vidé de la plupart de ses possessions, d'autres documents, d'autres livres qui ont été volés ailleurs, que les nazis ont stockés là. Donc, il y a, je vais vous donner un chiffre, il y a plus ou moins, enfin, on peut donner un chiffre, il y a environ 700 caisses, donc des caisses, des énormes caisses, que des caisses de déménagement, des énormes caisses en bois, qui quittent par camion la rue La Bruyère dans les premiers jours d'août 1940. Et les toutes premières spoliations, on a des listes maintenant de l'action des ERR par eux-mêmes, c'est-à-dire des listes qu'eux-mêmes ont produites au fil de la guerre. Et l'Alliance israélite universelle, la bibliothèque du séminaire israélite de France, rue Vauquelin, plusieurs propriétés de la famille Rothschild, la grande librairie juive Lipschutz, font partie des toutes premières cibles. Maintenant, on peut se demander pourquoi les nazis volent des livres juifs et à quoi ça leur sert, puisqu'on a tous en tête l'idée, l'image de ces autodafés en 1933 dans les universités allemandes, de livres d'auteurs juifs, Heinrich Heine et tant d'autres, qui sont brûlés comme un feu de joie. En fait, c'est une réalité, mais ça ne couvre pas du tout la réalité du rapport des Allemands aux livres, et en particulier aux livres d'intérêt juif, parce que ce cher Rosenberg a créé une université nazie, donc une université pour enseigner le nazisme et toutes ses composantes. Et au sein de cette université, il a créé différents instituts, dont le principal, pour lui en tout cas, est l'Institut de recherche sur les questions juives. Donc ce fameux IEJ dont on a parlé tout à l'heure, Institut des études juives, son nom en allemand c'est Institut zur Erforschung der Judenfrage, est un projet de Rosenberg pour conserver dans une bibliothèque organisée tout le savoir que les nazis ont récupéré sur les juifs pour continuer à alimenter la haine, pour continuer à alimenter la recherche sur le complot juif mondial, etc., dans la perspective du Reich de Milan. Donc pour nous, c'est très difficilement compréhensible, mais on a un projet un peu voisin qu'on connaît à Prague, par exemple, où les nazis avaient réuni énormément d'objets du culte juif, volés, là encore, dans les synagogues, dans les familles, pour créer un musée de la race disparue. On est dans cet état d'esprit.
Donc, donc, à Francfort se crée une bibliothèque qui va donc pendant quelques années être pratiquement la plus importante bibliothèque juive du monde, où sont les collections volées en France, volées en Belgique, volées aux Pays-Bas, volées à Salonique, etc. Alors, il faut dire un mot sur le soin qu'ont pris les nazis de ces collections. Ils les ont cataloguées et ils les ont étiquetées. Et ils ont mis des tampons sur les livres. Ce qui fait que dans les livres qu'on trouve dans nos locaux rue La Bruyère aujourd'hui, on a quelques centaines, voire quelques milliers de livres qui portent encore le tampon nazi, l'étiquette nazie. On identifie parfaitement qu'ils sont allés à cet institut d'études juives. Donc, tout ce qui était dans ces plus ou moins 700 caisses a suivi ce même chemin. Donc on peut très bien imaginer, et c'est l'hypothèse qu'on est obligé de faire, que quand les nazis ont volé ce qui se trouvait dans la bibliothèque, dans les rayonnages de la bibliothèque, ils ont aussi pris ce qui se trouvait dans la fameuse chambre forte au sous-sol, et ils les ont embarqués dans les mêmes caisses, et ça a suivi le même chemin. 42-43, les bombardements alliés s'intensifient, donc toutes les villes allemandes sont menacées, sont sous les bombes. La bibliothèque universitaire de Francfort, une des plus importantes d'Allemagne, va subir d'énormes dégâts par les bombardements alliés. Les nazis, Rosenberg, décident de protéger les livres de la bibliothèque d'études juives. Donc au lieu de les laisser sous les bombes, ils les protègent et donc ils les emballent et vont les disperser dans quelques endroits, le principal étant un château, pas très loin, dans la ville de Hungen. Donc ces livres, et donc vraisemblablement aussi les tableaux qui étaient avec, se retrouvent à la fin de la guerre dans ce château de Hungen. On a même des détails sur comment ça a été transporté, etc. Quand, à la fin de la guerre, les troupes alliées anglo-américaines pénètrent en Allemagne, ils vont donc trouver des milliers et des milliers de caches de tableaux, on l'a vu dans le film Monument Man, mais aussi de livres, d'archives, etc. Et les Américains vont à partir de là organiser à Offenbach, on retrouve cette notion d'Offenbach, hein, le Offenbach Archival Depot, OAD, ou parfois Offenbach Collecting Point. Ils vont organiser dans une ancienne usine IG Farben, je crois, gigantesque, ils vont regrouper les millions de livres. Je crois qu'il y a autour de 6 millions, 5 à 6 millions de livres qui ont été récoltés comme ça dans toute l'Allemagne, libérés par les Américains. Ils vont les stocker là et ils vont entamer un travail qui va durer une dizaine d'années pour donc défaire les caisses, reclasser les livres, essayer d'identifier les provenances des livres et les restituer autant que possible à leurs propriétaires. Donc il va y avoir, donc ces livres ont subi pendant de 1940 à en gros 1955-56 tout ce circuit. Et pour la Bibliothèque de l'Alliance, une grande partie de la collection, on ne peut pas savoir exactement combien, mais au moins, disons, la moitié de la collection va revenir rue La Bruyère, après tout ce parcours, pour réintégrer la collection et former la base de la bibliothèque actuelle de l'Alliance israélite. Ça, c'est donc ce qu'on sait. Par ailleurs, il y a une autre partie de l'histoire qui nous concerne moins directement, mais qui peut expliquer la dispersion des archives concernant tous ces vols. C'est que l'Allemagne est libérée par les alliés anglo-américains et les Russes. Les Russes, au fur et à mesure de leur avancée, vont également trouver des nombreuses caches, mais ne vont pas utiliser la restitution. Et eux vont donc conserver tout ce qu'ils ont trouvé en archives, en livres, en tableaux, etc., et les réintégrer à Moscou. Pour les archives, ils ont créé des archives spéciales à Moscou, dont on connaîtra l'existence qu'après la chute du mur de Berlin. Et là encore, il y aura un processus de restitution en 2000, ce qui fait que Raphaël et moi avons accueilli en 2000 des archives de l'Alliance qui avaient, elles aussi, suivi tout ce chemin. Ce qui est intéressant, c'est que les archives de ces services allemands, donc de Rosenberg en particulier, ont été prises par les Américains, mais aussi par les Russes. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, pour reconstituer toute cette histoire,
il faut aller dans les archives américaines, d'où les documents que vous avez vus, mais aussi dans les archives volées par les Russes qui, petit à petit, sont en train de s'ouvrir, et jusqu'en Ukraine, jusqu'en Biélorussie, etc. Donc il y a la dispersion des objets eux-mêmes et la dispersion des archives pour en retrouver la trace. Et tout ça est donc un travail gigantesque qui est sous le feu, disons, de la recherche historique depuis une vingtaine d'années. La personne qui a initié beaucoup de ces travaux est une Américaine, Patricia Kennedy Grimstead, et dans chaque pays, des équipes se sont constituées pour continuer à faire ce travail. Et le travail se poursuit jusqu'à aujourd'hui, en se posant la question, mais bon, tous ces livres, par exemple, qui sont revenus, ne sont pas identifiés. Et de la même manière, de nombreuses bibliothèques d'aujourd'hui, en France, en Allemagne, en Autriche, possèdent dans leur rayon des livres qui sont issus de ces spoliations, qui ont voyagé d'une manière ou d'une autre et qui se sont retrouvés dans une collection sans être forcément identifiés et donc, comme pour les tableaux, sans être rendus à leurs propriétaires. Donc, vous voyez, là, il y a de nombreuses dimensions à ce travail. Et alors, je dois vous dire que le nom de Sylvie Herburger est très connu dans tous les milieux de ces chercheurs parce qu'elle a, on en a souvent parlé, et on a échangé des informations et des conseils, et elle a suivi, elle a talonné parfois différents historiens qui ont pu lui dire, bah, voilà, dans telle et telle archive, il y aurait des informations, dans tel et tel fond, tu vas trouver quelque chose. Et donc, Patricia Grimstead, Sophie Queré, qui est une archiviste française qui a fait une histoire de ces spoliations d'archives, Martine Poulain, qui a fait une histoire des bibliothèques françaises pendant la guerre et s'est particulièrement intéressée à la spoliation des livres, et pas seulement des livres précieux, mais aussi des livres des familles, puis à leur restitution. Tous ces gens-là ont entendu parler de Sylvie et ont beaucoup collaboré avec elle. Merci. Voilà, donc c'est quand même des histoires très intéressantes, enfin très compliquées, mais en même temps très intéressantes. Et les tableaux de mon père se retrouvent là, au milieu des livres, en quelque sorte. Et Martine Poulain, justement, dans son livre, c'est elle aussi qui a attiré mon attention. Enfin, quand j'ai lu ce livre, elle dit quand on découvre les caisses de l'Alliance, il y a quelques caisses contenant des œuvres d'art. Donc là, je me dis, bon ben voilà, les tableaux ont suivi les livres. Donc les tableaux, ils n'ont pas du tout été au jeu de paume, ils n'ont pas du tout été dans ce circuit des œuvres d'art, ces tableaux-là en tout cas. Ils ont été dans le circuit des livres. Donc moi, ça m'obligeait à croiser des informations entre des chercheurs qui travaillaient sur des sujets différents. Parce que j'ai compris que les chercheurs qui travaillaient sur les œuvres d'art n'étaient pas du tout les chercheurs qui travaillaient sur les livres. Enfin, vous avez des occasions de vous rencontrer, mais ce n'est pas les mêmes. Comment seulement? Ça fait peu de temps que les deux mondes se côtoient autour de Kandinsky, par exemple, et de quelques projets. La bibliothèque Tourguenieff récemment et d'autres. C'est ça. Alors donc, sur ces tableaux qui se retrouvent à Offenbach avec les livres, je ne sais pas qui, quelqu'un voit que ce n'est pas des livres et les envoie à Wiesbaden. Et à Wiesbaden, là, c'est le collecting point des tableaux. Donc les tableaux se retrouvent avec des tableaux. Et comme vous avez vu, ils quittent Wiesbaden. Ils partent sous la garde, on the custody en anglais, du GIRSO. Le GIRSO, c'est donc le Jewish Restitution Organization. Et ils partent transfert de caisse. Donc, qu'est-ce qui se passe là? Alors, il se passe en 1948, les Américains décident, en tout cas autour des tableaux, qu'ils ont restitué ce qu'ils pouvaient restituer. Ils ont beaucoup restitué. Ils ont restitué tout ce qui avait un tampon au dos disant ça appartient à Rothschild de Francfort et à les grands collectionneurs et les grands marchands, j'imagine, et c'est ce que j'ai lu, qu'il y avait des tampons au dos des tableaux qui disaient, qui donnaient le propriétaire. Tandis que vous avez vu les tableaux de mon père, alors même qu'ils sont signés, ils ne savent pas qui est le propriétaire. Parce que ce n'est pas parce qu'on a signé qu'on est le propriétaire. Donc, ils ont restitué et ils décident que ce qui reste, ils vont donner une partie au musée américain, une partie au musée européen, et arrive dans le paysage le jeune État d'Israël qui vient d'être créé et qui écrit, j'ai vu la lettre aux archives diplomatiques,
Voilà, nous sommes un jeune État, nous voulons créer des musées, on n'a rien, donnez-nous donc tout ce que vous avez de tous ces pauvres juifs qui sont tous morts. Et les œuvres de mon père se retrouvent là-dedans. Ça s'appelle biens juifs non identifiés. Alors là, il y a quelque chose qui n'a pas fonctionné, puisque ces œuvres sont identifiées dans le répertoire des biens spoliés qu'ont créé en 1947 les Français, qui est traduit en anglais, en russe et en allemand. Et donc, pour une raison que je n'ai pas encore identifiée, on ne sait pas que les tableaux de Francis Arburger appartiennent à un Français qui s'appelle Francis Arburger, alors que c'est écrit noir sur blanc dans ce fameux document qui s'appelle Répertoire des biens spoliés. Je vois passer, j'ai vu aux archives diplomatiques, des courriers de Rose Valland et de son chef qui disent nous, on n'est pas d'accord pour que les tableaux partent en Israël parce que peut-être qu'il y a des tableaux qui appartiennent à des Français. Et donc, pourquoi est-ce que ça partirait? Voilà. Bon, bref, toujours est-il que ça part en Israël et que même ça arrive en Israël parce que là, dans les archives du musée de l'époque à Jérusalem qui s'appelle Musée Betzalel, il y a bien les tableaux de mon père qui sont répertoriés. Et là, il y a un mystère puisque ces tableaux ne sont pas restitués, en tout cas en 1952. Donc en 1962, le musée d'Israël restitue 3 tableaux et moi, on m'en restitue un en 2008. Donc ça fait que 4 tableaux sont restitués. Donc les 6 autres se promènent, peut-être un jour, ils vont réapparaître, je ne sais pas. Donc voilà, donc vous voyez celui-là. Par contre, la chose qui est extraordinaire pour moi, c'est que celui-là, il est signé FH et le type qui rédige la property card, il écrit entre parenthèses Arburger pour l'interrogation. Donc là, il y a quelqu'un qui voit cette fiche et qui se dit tiens, ça ressemble à un autre et qui identifie Arburger. Et c'est vraiment dommage que dans Presumed Owner, il n'est pas là, on ne sait pas que c'est Arburger. Voilà. Et voilà ce portrait qui a été restitué par Jérusalem. Alors, donc, des recoupements entre des archives de sources différentes, celles des œuvres d'art, celles des livres, mais arrive une autre source d'informations d'archives, qui sont ni les livres ni les tableaux, qui sont les œuvres sociales de Vichy. Parce qu'il y a un chercheur qui a travaillé sur les œuvres sociales de Vichy qui s'appelle Instrumentalisation de l'humanitaire au secours maréchal, ça s'appelle. Et il voit qu'il y a un organisme dont moi j'ai entendu parler parce que mon père l'avait identifié, qui s'appelle le COSI, Comité ouvrier de secours immédiat, qui est un organisme de bonnes œuvres. Vous savez, le gouvernement de Vichy a créé un tas d'œuvres sociales, je crois la Croix-Rouge, le Secours populaire, enfin, et le Secours ouvrier. Et le Secours, le COSI en tout cas, fait partie de ces œuvres créées par le gouvernement de Vichy pour rendre des services aux gens, aux Français qui ont reçu des bombardements. Et c'était aussi un outil de propagande contre la résistance parce qu'on disait aux gens, mais vous voyez, le gouvernement s'occupe de vous, on vous donne des tables, des chaises, un petit peu d'argent, etc. Ce qu'on ne disait pas, c'est d'où ça venait, ces tables, ces chaises. Ça venait des biens spoliés. Et ça venait de la manque qu'avaient payé les Juifs, etc. Et dans ces biens spoliés, eh bien, il y avait aussi des œuvres d'art. Et donc, l'histoire, donc l'appartement est spolié, est vidé, je ne sais pas par qui. Ça arrive entre les mains du COSI, qui a un dépôt à Montrouge, dans une ancienne usine Rosan. C'est vendu aux enchères, parce qu'ils se font de l'argent, ces gens-là. Et mon père retrouve au marché aux puces de Vanves un tableau. Et ce tableau, c'est celui-là que vous voyez en 1934 dans l'appartement, dans l'atelier qu'ils avaient, avec ma maman assise sur un canapé avec un grand tableau au-dessus qui sont des lavandières. Et ce tableau, mon père le trouve au marché aux puces de Vanves en 1948, parce que Jacques Lévy, tout à l'heure, pour ça j'ai donné le nom de Jacques, qui devait, je pense, faire les brocantes pour
acheter peut-être des livres, je ne sais pas. Il voit, Les libraires d'anciens. il était libraire d'anciens, il voit ce tableau, il le dit à mes parents et l'histoire familiale raconte que maman saute dans un taxi et va l'acheter. Et après la guerre, en fait, il n'y avait pas de toile. Et il paraît que les artistes achetaient des tableaux pour peindre dessus, quoi. Donc mon père l'achète et ben, c'est le seul tableau, disons, qui était certainement, non pas dans le coffre-fort de l'Alliance, mais dans l'appartement, qu'ils ont retrouvé. Voilà. Donc, tout ça pour vous dire que l'histoire des spoliations, c'est... J'ai identifié deux parcours, peut-être qu'il y en a d'autres. Un parcours donc qui va de la France à l'Allemagne et en Israël, et un autre qui reste franco-français et qui aboutit dans un marché aux puces. Donc là, c'est logique que moi, je ne retrouve pas grand-chose. En tout cas, je ne sais pas si c'est passé par le marché aux puces, quoi. Quelquefois, je retrouve des tableaux qui datent de la période d'avant-guerre, je ne sais pas d'où ils viennent. Et bon, enfin, bon, peu importe maintenant. Et voilà, j'ai une photo pour terminer. Et je vous remercie beaucoup de votre attention. Merci beaucoup Sylvie, voilà, ce parcours. Donc, on a fait de l'art, on a fait de l'histoire. Alors, peut-être j'ajoute une toute petite information pour recroiser, disons, tout ce qu'on a entendu. Il y a effectivement une spoliation des lieux identifiés comme artistiques, culturels, etc. Et puis il y a le vol, disons, du tout venant. Et ce vol est parfois dû aux autorités françaises, parfois dû aux individus français, les voisins qui vont se servir, et parfois dû aussi à une action organisée par les Allemands. C'est ce qu'on a appelé la Möbelaktion, l'action meuble, qui a touché énormément d'appartements en France occupée, principalement à Paris, en très grande partie des gens qui avaient été eux-mêmes déportés et dont les appartements étaient vides, et qui ont été visités par les nazis pour, là encore, prendre tout ce qu'il y avait, donc du tout venant, mais donc aussi des livres, et les envoyer, dans leur cas, les envoyer en Allemagne, dans le même état d'esprit, pour alimenter les victimes des bombardements dans les villes allemandes, etc. Ce qui fait que de nombreux livres vont, là encore, circuler intégralement. Et pour ajouter un peu les archives, ce que Martine Poulain a beaucoup utilisé et qui est utile aussi dans ce cas, ce sont les archives de la restitution. C'est-à-dire qu'après-guerre, les services français, il y a un service, un centre de récupération artistique et qui contient une sous-direction du livre, donc maintiennent des archives, récupèrent des bouquins et là encore essayent de faire ce travail de restitution par rapport aux demandes. Donc une famille qui dit avoir perdu des livres, des tableaux, va avoir ses services, déclare ce qu'elle pense avoir perdu, et là on regarde dans ce qui est revenu et on essaye de comparer, et quand on y arrive, de restituer. Parfois on ne restitue pas mais on compense. Pour les livres, c'est assez souvent le cas, c'est-à-dire que quelqu'un, par exemple une bibliothèque, un médecin voilà, qui a perdu toute sa bibliothèque professionnelle, il dit j'avais tel et tel livre, tel et tel type de livre. On ne retrouve pas les livres lui ayant appartenu, mais il y a des stocks de livres qui ne sont pas identifiés, et on lui dit bah, ok, on vous autorise à prendre dans ces livres-là ceux qui ressemblent ou qui sont proches de ceux que vous aviez avant. Donc vous voyez, il y a une multiplicité de circuits qui fait que la dispersion est énorme. Pour une petite anecdote, on a retrouvé, il n'y a pas si longtemps que ça, une douzaine, quinzaine d'années, un bibliothécaire israélien qui était dans une synagogue qu'il ne fréquentait pas habituellement. En attendant l'office, il feuillette un peu les bouquins qu'il trouve sur les rayonnages. Il sort un bouquin estampillé Alliance israélite universelle. Comment il se retrouve là? C'est encore, là aussi, l'action des Israéliens qui est à questionner. Franchement, on peut comprendre, expliquer beaucoup de choses, mais il y a eu une action volontaire aussi du gouvernement israélien à l'époque qui a dit, bah, écoutez, tout ce qui appartenait à des Juifs et qui n'est pas réclamé, ça peut venir chez nous. C'est des choses qu'on peut questionner. En tout cas, vraiment, je vous remercie de la présentation et surtout de la qualité de l'enquête.